Et si l'on s'accordait un petit moment chez vous, bonjour et bienvenue dans la matinale de RTI 1, ce sera 90 minutes avec vous. Nous sommes jeudi aujourd'hui et les jeudis, on a aussi un programme taillé sur mesure pour votre plus grand plaisir. Et à mes côtés, la lumière de Matin Bonheur, vous l'entendez? Ah oui, elle est là, vous l'entendez sûrement. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans ce blanc immaculé pour vous distiller la paix chez vous et la paix avec nous pour ce programme qui se déroulera avec beaucoup de bonne humeur à partager. Bonjour, je suis Mademoiselle Gaudi Marie-Laure Tatiana, assistante gestionnaire dans une entreprise de la place. Ma routine les matins, waouh! J'ai un réveil de 5h00. Donc quand je me réveille, je prie jusqu'à 5h30. 5h30 par là, je suis là. Et une voix qui me dit, mais dors un peu, tu peux encore dormir un peu, puis bon, après te réveiller. Je dors jusqu'à voit même 7h34, mais trop 37. Je suis sortie rapidement, je montre, je prends une douche rapidement. Je viens après au niveau des tenues. Et notre championnat, je vais vêtir les habits ou qu'est-ce que porter, j'enfile ça, j'enlève, j'enfile ça, je remets, j'enfile ça, je remets. Ma chance, je ne sais pas me maquiller. Voilà, donc si je devais ajouter encore le temps du maquillage ou tout ça, waouh. Mais au passage, souvent, quand j'ai un tout petit peu de temps, je mets un peu légèrement, puis je m'en vais. J'essaie de faire un peu ce que je connais, puis bon, je m'en vais. Souvent, si je ne le fais pas, puis je m'en vais. Je vais encore au 3e championnat qui est le véhicule. Comment on fait pour avoir un véhicule rapidement, rentrer, arriver un peu à l'heure au travail. Je finis tout ce tour-là. J'arrive en retard au travail. Je me presse rapidement sur mes documents, sur le travail, tout ça, que bon, la journée est partie. Ah oui, exactement. Et il y a la phrase de Thierry tout à l'heure là qui résonne dans mon esprit. Il faut la partager, hein, cher ami. J'espère que vous avez bien suivi les conseils du coach Otto hier. Il faut mieux vous organiser pour pas arriver en retard au travail. C'est très important. Soit vous nous consacrez toute la journée jusqu'à 8 heures, mais franchement, il y a du réglage à faire. Et vous l'avez entendu, elle a tellement si bien annoncé notre consultant du jour et docteur Anvo, parce que tout simplement, c'est une experte en la matière. Voilà. C'est vrai que nous, les hommes, on est à côté. Hein, on est à côté, on regarde, on aide un peu. Vous allez voir plus de questions de la part de... Ah oui? Allez. D'accord. Docteur Anvo, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, docteur. Alors, le sevrage, un défi pour l'enfant et pour sa mère. Bon, le papa à côté, on en parle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le sevrage? Alors, le sevrage, c'est un processus. On dirait que c'est un processus qui permet de passer de l'alimentation liquide, qui est le lait, à l'alimentation solide, qui est le nôtre. Donc, c'est une phase de transition au cours de laquelle on essaie de apporter plus à ce que l'enfant mange pour équilibrer son état. D'accord. Alors, docteur, vous avez parlé de quelque chose de très important. Vous avez parlé de la phase du sevrage de la nourriture liquide à la nourriture solide. Nourriture liquide, on a, on va dire, le transmetteur qui est le sein de la maman, mais on a aussi des biberons pour l'alimentation alternée. Donc, le sevrage aussi concerne le biberon, c'est ça? Bien sûr que c'est toujours l'alimentation liquide. Donc, l'alimentation liquide qui vient de chez la mère ou bien l'alimentation qui vient du lait de vache à l'alimentation solide qui est le nôtre. D'accord. Donc là, vous avez posé l'assiette maintenant des bébés. Qu'est-ce qu'il faut y mettre? Mais d'abord, comment faire le sevrage? Alors, il faut savoir que le pourquoi d'abord. Pourquoi faire le sevrage? Pourquoi faire le sevrage? Alors, il faut dire que de la naissance de l'enfant de 2,8 kg au 4e et au 5e mois, au 4e mois déjà, alors les besoins de l'enfant augmentent. Les besoins de l'enfant augmentent et alors on assiste à un certain déficit à tous les niveaux. Au niveau des protéines, au niveau aussi de l'énergie, parce qu'à ce niveau, l'énergie contenue dans le lait maternel n'arrive plus à couvrir les besoins de l'enfant.
Un enfant qui, au-delà de 6 mois, peut avoir besoin de 700 kilocalories, alors que le lait maternel ne donne que 560. Donc, il y a un déficit de près de 140 kilocalories que la nourriture à apporter doit couvrir. Alors, si il n'y a pas d'apport extérieur, étant donné que ce besoin s'installe à la longue, alors on va assister à un déficit à tous les niveaux. Donc, d'où la nécessité d'apporter un aliment de complément. Donc, voici la raison principale. C'est parce qu'à tous les niveaux, les besoins commencent à faire un déficit. L'enfant de 6 mois, 7 mois a besoin, par exemple, de 20 grammes de protéines, alors que le lait ne donne que 8. Donc, il y a un déficit de 12 grammes de protéines qui manque. L'énergie, encore, près de 140 grammes de calories qui manquent. Donc, il y a un déficit à tous les niveaux, tant au niveau des minéraux et des vitamines, des protéines, que l'énergie générale. Donc, voici les raisons principales pour lesquelles il faut faire le sévrage. Maintenant, le sévrage se fait étape par étape. De comment? Voilà. Parce que chaque enfant a sa sensibilité. Voilà. Moi, j'ai toujours œuvré pour des plus grands décès. Que ce soit, par exemple, l'alimentation par le biberon ou bien que ce soit par le lait maternel. Alors, on essaie de faire des bouillies. C'est des bouillies, mais il faut essayer de tâter l'enfant, voir un peu la sensibilité de l'enfant. On ne viendra pas un matin surprendre un enfant avec une bouillie bien faite, mais il faut étayer. Il faut essayer. Alors, on essaie de faire toujours d'aliments le plus liquide possible. Le plus liquide possible, par exemple, c'est fait à base de céréales, telles que par exemple le riz, le maïs, le mil, le sorgho. J'insiste sur le sorgho parce que le sorgho il est encore plus riche en antioxydants que le riz, le maïs, etc., le sorgho. Et on apporte à côté, il y a ce qu'on appelle les légumineuses, par exemple le haricot, le niébé, ceux-là. C'est pour ceux qui sont dans les régions défavorisées. Sinon, nous qui sommes en ville, généralement, il y a des produits, des aliments de complément vendus en pharmacie. Donc, on essaie de faire ce mélange-là pour apporter ce que l'enfant manque. Okay. Voilà. Alors, on va aussi vous demander quand est-ce qu'on doit commencer le sevrage du bébé? Généralement, on demande théoriquement que ça commence à 6 mois, mais généralement, sur le terrain, c'est autour de 4 mois et demi, 5 mois que tout commence. Parce que c'est à partir de 4 mois et demi, 5 mois que les déficits commencent à se faire sentir. C'est-à-dire que voilà, l'énergie en manque, les protéines manquent, les minéraux manquent. Donc, c'est à partir de ce temps-là que voilà. Donc, théoriquement, on dit 6 mois, mais sur le terrain, on voit beaucoup de gens qui commencent à partir de 4 mois et demi, 5 mois. Ouais. Mais en même temps, docteur, ce que j'ai envie de demander, c'est de savoir qu'on nous incite, en tout cas les grands organismes incitent à l'allaitement maternel par excellence, à privilégier jusqu'à même 2 ans. Et là, ce que vous venez de nous dire, c'est qu'il y a une étape à partir de 6 mois. Ce n'est pas en déphasage avec ce qui est dit ou qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bel équilibre? Non, le problème, c'est que même si on commence le sévrage à partir de 6 mois, ça n'arrête pas l'allaitement maternel. On peut faire le sévrage, même on peut faire le sévrage, apporter un aliment de complément à 6 mois, 8 mois, 9 mois, pendant même qu'on continue toujours de faire l'allaitement maternel. Vous préconisez quoi? Qu'il y ait toujours l'allaitement maternel jusqu'à 2 ans et on apporte d'autres éléments? Pendant ce temps, à partir de 6 mois déjà, parce que pendant le sévrage, on va assister à deux gros bols de nourriture, 2 bols, mais l'enfant peut traiter 5 à 6 fois. Vous voyez un peu 5 à 6 fois. Donc, on peut remplacer et le traiter par deux bons aliments, mais il faudra que pendant qu'on apporte l'aliment de sévrage, l'aliment de complément, il faudra continuer. Il faut continuer à donner le lait maternel parce qu'il y a des erreurs que nous commettons. Et il y a vu un cas il n'y a pas longtemps que l'enfant ne tète plus, à partir de 6 mois. La petite a cessé de téter et on ne donne que des aliments de complément et des aliments de complément vendus en pharmacie. Mais à un certain niveau, on se pose la question. Parce que de 0 à 4 mois, de 0 à 6 mois, et la tétée, le lait maternel couvre tous les besoins de l'enfant. Oui. Alors qu'une fois que l'enfant ne tète plus, alors il y a des déficits. Je prends le cas, ce qui est le plus criard qu'on voit rapidement, c'est celui du manque de vitamine C. Lorsqu'un enfant ne tète plus, alors qu'il mange seulement les aliments de la pharmacie ou bien les aliments de complément, vous allez voir que la vitamine C est une vitamine qui est très sensible à la température. Donc tout ce que l'enfant mange, ce sont des aliments qui sont cuits. Donc si par exemple il n'y a pas eu d'apport d'un petit jus de fruits, vous allez voir que l'enfant mange et n'a pas de vitamine C, alors que la vitamine C joue et permet de renforcer l'immunité contre les différentes infections. Vous voyez un peu. Donc si l'enfant il mange
et qui il prend aussi le lait maternel, vous allez voir que alors ce complément, il est encore plus intéressant que celui qui ne tète pas. C'est pourquoi on préconise de continuer la tétée pendant qu'on change l'aliment de l'enfant. Alors, docteur, on va rester dans ces cas pratiques-là. C'est vrai que nous voyons dans nos quartiers, chez nous à la maison, souvent il y a des mamans qui disent c'est bon, je suis fatiguée, je vais le sevrer. Brutalement, on sèvre l'enfant et on passe à autre chose parce qu'on estime que bon, il est grand, c'est bon maintenant. Il va s'amuser et puis Voilà. il devient tété. Ça, c'est quand l'enfant a 1 an et demi. Voilà. Mais bon, puisqu'on préconise jusqu'à 2 ans, donc à 2 ans, franchement, Oui, mais normalement, l'enfant, il va s'amuser, il revient tété. à partir de 9 mois, 10 mois déjà, l'enfant peut commencer à prendre le repas familial. On essaie d'adapter un peu, voilà. Donc là, c'est moins dangereux que lorsqu'on fait un sévrage brutal à 6 mois. Vous voyez un peu. Alors, si on continue, on fait un aliment. D'abord, c'est l'aliment liquide, après semi-liquide, un peu solide. On passe par là jusqu'à 8 mois, 9 mois, l'aliment devient un peu solide. 10 mois, 11 mois, l'enfant commence à manger un peu. C'est vrai qu'on va accompagner de tétés, mais au-delà de là, bon, si on décide de sevrer à partir de 12 mois, 1 an, 1 an et demi, alors les conséquences seront moins sévères que lorsqu'on l'a fait à 6 mois, 7 mois. Voilà. Alors, docteur, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est le sévrage. Dans l'imaginaire collectif, on se dit, quand on parle de sévrage, c'est cessation de l'activité ou de l'alimentation. Non, c'est ce que vous nous avez expliqué ici en amont. Du coup, comment opérer le sévrage d'un enfant, par exemple, qui refuse d'arrêter justement la tétée? Mais les mamans... Parce que jusqu'à aujourd'hui, il faut savoir, il y a des enfants qui sont très grands, mais qui rôdent toujours autour des seins des mamans. Et les mamans laissent faire. Ben oui, il y en a qui sont bien grands. Bon, je ne veux pas trahir d'autres, mais bon. On peut allaiter un enfant jusqu'à 2 ans si la maman est disponible. Il y en a qui ont même 6 ans, 5 ans. Ils sont derrière les seins de leur maman. Non, n'exagérez pas quand même. 1 an, 2 mois, 1 an, 3 mois, 1 an, 3 mois, voilà, 1 an, 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 1 an, 3 mois, 5 mois, puis on arrête, voilà, mais pas aller jusqu'à 2 ans, 3 Mais comment mener l'enfant à se dire, passe à autre chose? Oui. Mais on communique avec, la mère communique avec l'enfant. Au fur et à mesure, il faut être comprendre dans l'enfant. C'est comme, par exemple, au départ, vous avez, par exemple, vous dormez avec votre enfant. Ben oui, il y a le lien même, de fait de lui donner à téter, il y a un lien fort qui se... De la même manière, comment par exemple, vous dites à votre enfant, oui, l'enfant il a 1 an, 2 ans, il dort avec vous, mais alors qu'il a sa chambre, vous le mettez, il revient dormir avec vous. Mais comment vous procédez à ce que je comprenne que... On le met dehors un matin. J'ai grandi, il faut que les gens... Même matin, on le met dehors. Voilà. Donc vous communiquez avec l'enfant, vous dites, ah, bébé, tu as grandi maintenant, ça là, il faut laisser. Essayer. Oui. Donc, il y a des stratégies. C'est les stratégies, justement, voilà, docteur, donnez-nous les stratégies, parce que c'est pas si évident. On a vu des tatas qui, par exemple, mettent de la nouvakine au bout de l'essai. Voilà, 5 ans, l'enfant goûte, il n'a pas aimé, voilà. Mais il y a certains enfants qui vont nettoyer pour têter. Il y a ça, il y a certains qui vont mettre des sparadraps au bout du sein. Quand l'enfant voit, il a peur. Au fur et à mesure, bon, c'est des techniques, mais ils ont des techniques de communication. Communication, échanger avec l'enfant, même s'il faut utiliser cette stratégie, mais au fur et à mesure, échanger avec l'enfant pour qu'il comprenne effectivement qu'il a grandi, qu'il doit le laisser. Mais sachez qu'au-delà de 1 an, 3 mois, 4 mois, c'est vrai, l'enfant, il pense que voilà, les conséquences sont moins graves que si on l'a fait à 6 mois. Oui. Voilà. Alors, pour nos mamans, pour toutes les femmes qui nous suivent en ce moment, je ne vais pas regarder Alix, j'ai la caméra, elle le sait déjà. Comment savoir vraiment que le sevrage convient au bébé? Bon, on regarde l'état de l'enfant. Parce que, comme je dis là, le sévrage, par définition, c'est un passage. Oui, c'est un passage. Un passage. Donc déjà, parce que si vous ne commencez pas à apporter, utilisons le terme sévrage, l'utilisation d'aliments de complément. On ne dit pas le sévrage à sec, c'est de ça que vous parlez. Oui, c'est un mixage. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à un certain niveau, vous allez sentir que votre enfant commence à perdre du poids. Il commence à avoir il n'est plus comme auparavant. C'est-à-dire que l'enfant commence à avoir certains déficits en vitamine D. C'est-à-dire que, voilà, pour lutter contre les infections ou bien contre le racisme, il y a un déficit en vitamine A, l'enfant commence à tomber malade parce que la vitamine A commence à lutter contre les infections. La vitamine C aussi contre les infections. Alors, à partir de 5 mois, 6 mois, vous sentez que l'enfant il ne grossit plus comme avant. C'est-à-dire que le déficit de l'énergie va faire que l'enfant va commencer à perdre du poids et puis il commence à tomber malade. Vous voyez un peu. Donc, il est très fragile des infections. À partir de là, on sent, ah, mon enfant il ne grandit plus comme avant, mon enfant il commence à... Il n'est plus... Alors, avec ces remarques déjà, on se dit, alors, il faut apporter quelque chose. Parce que l'enfant ne dira pas.
l'enfant. Peut-être que vous allez voir, par exemple, que l'enfant va téter plusieurs fois. Au lieu de faire 5 à 6 tétés, l'enfant va faire 7, 8. C'est-à-dire que, maman, ce que je mange là, ça ne suffit plus. Voilà. Et puis déjà, même souvent, l'enfant, il manifeste l'envie de manger. Souvent, quand vous voyez que l'enfant, il manifeste. Quand vous mangez, il a envie. Voilà. Il court derrière la nourriture. nourriture. Il sent déjà, tire la main et tout. voilà, l'enfant déjà manifeste l'envie de manger. C'est l'occasion de commencer. Mais il faut commencer, il faut avoir une tactique. Je prends un exemple parce que si vous commencez à introduire un aliment solide sur place, ça peut entraîner beaucoup de désalignements au niveau de l'enfant. Parce qu'il faut savoir que chez l'enfant, le système digestif n'est pas encore prêt. On parle d'une certaine immaturité enzymatique chez l'enfant. Donc, ça veut dire qu'il faut aller doucement. Pas à Je pas. prends un exemple, pas à pas. Je prends un exemple. Pour un enfant qui est au biberon, j'ai toujours demandé, par exemple, qu'on puisse prendre un biberon à bout, qu'on peut agrandir, et on peut un jour introduire, vous voyez, dans le lait, on peut un jour introduire une cuillerée d'aliments solides, une cuillerée d'une bouillie, une seule cuillerée dans la bouillie, et puis on mélange bien. Alors, l'enfant, il va commencer à sucer, il va téter. Mais il va se rendre compte que le lait, il est un peu dilué par rapport à celui d'avant. Et puis, alors, à la mère de remarquer, est-ce que mon enfant n'est pas constipé? Parce que c'est le premier danger, c'est ça. Ce que l'enfant a mangé, comme c'est différent du lait qu'il prend habituellement, le premier danger, vérifier est-ce que l'enfant n'est pas constipé. Si l'enfant tolère, alors vous allez voir qu'une semaine après, 2 semaines après, on peut passer à 2. Au fur et à mesure, on essaie de solidifier le lait. On passe au lait qui devient plus solide avec les aliments et les céréales. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça qu'on introduit doucement les aliments solides. Donc, on passe du aliment liquide, totalement liquide, le lait, à un aliment qui, au fur et à mesure, se solidifie par l'ajout de céréales. Oui, les allergies qui se manifestent de diverses manières. On a des éruptions, on a des sensations bizarres. Franchement, comment comprendre le phénomène et se prémunir? C'est là toute l'essence de notre échange que l'on commence avec le professeur. Bonjour professeur, bienvenue. Bonjour. Bonjour, Merci. bienvenue. Alors déjà, on va commencer par la définition d'usage d'une allergie. Qu'est-ce que c'est? Alors la définition d'une allergie, c'est tout simple. C'est lorsque une personne réagit de façon exagérée au contact avec une substance qu'on appelle l'allergène. Donc c'est une réaction le plus souvent qui est exagérée de l'organisme. Alors il faut savoir que quand vous êtes en présence d'un corps étranger, le corps humain a tendance à le rejeter. Donc dans certains cas, il y a une réaction qui se fait de façon exagérée et qui va aboutir à des symptômes. Voilà. Alors, avant qu'on en arrive même aux symptômes et tout, quelles sont les différentes formes de cette réaction exagérée? Alors, les différentes formes de cette réaction exagérée, ça peut partir, par exemple, d'une simple réaction, soit des grattages, soit ça peut être une réaction du genre à produire la toux, ou ça peut être une réaction qui peut conduire même jusqu'à la mort. C'est-à-dire, c'est dans les cas des réactions vraiment extrêmes. Voilà. Donc, l'allergie, on peut partir du plus simple jusqu'au plus compliqué, quoi. Tout à fait. Et cela dénote, on va dire, de la complexité même de cette pathologie. Alors, quelles sont les origines? Vous avez parlé d'un facteur très important, l'allergène. C'est sûr que c'est lui le coupable. Oui, mais exactement. où le trouve-t-on et comment il se manifeste finalement chez les uns et les autres? Alors, les allergènes, on en trouve partout. Vous savez qu'on est environné de beaucoup de choses. On est environné de virus, de parasites. On est environné de toutes sortes de produits irritants. Alors, l'allergène, il peut être par exemple alimentaire. Il peut être alimentaire. L'allergène peut être aussi organique. Il peut être aussi vivant. Alors, ces allergènes-là, ils peuvent être attrapés, par exemple, dans l'air. Ce sont des allergènes le plus souvent qu'on respire. Ça peut être, par exemple, les pollens, les fleurs, tout ce qui est, par exemple, produit désinfectants, caustiques, etc. Et puis, l'allergène aussi peut être un allergène qu'on attrape par le contact. C'est-à-dire que le contact direct avec la peau, soit le contact aussi direct avec le tube digestif.
Alors, docteur, dites-nous, comment faire pour savoir que nous sommes allergiques à tel ou tel facteur? Alors, pour savoir qu'on est allergique à un facteur ou une substance, c'est lorsque nous réagissons de façon exagérée au contact de cette substance. J'explique simplement. Oui. Et pour que quelqu'un réagisse à une substance, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé lors du premier contact. Lorsque vous venez en présence d'une substance, l'organisme a toujours tendance à vouloir le rejeter. Donc, c'est ce qu'on appelle la réaction immunologique. Donc, ça va se traduire par la production de ce qu'on appelle les immunoglobulines, les anticorps. L'organisme le produit pour pouvoir se prémunir. Et ces anticorps vont aller se fixer sur des globules blancs qu'on appelle mastocytes et ils attendent. Lors du deuxième contact, automatiquement, quand l'allergène vient pour la deuxième fois, il y a une réaction qui a tendance donc à créer un contact entre l'anticorps et puis l'allergène. Et donc, comme l'anticorps est situé sur le globule blanc qu'on appelle les mastocytes, il y aura une réaction qui va créer un éclatement de ce globule blanc qui est le mastocyte et ça va libérer des médiateurs. Les médiateurs, il y a l'histamine, etc. Ce sont eux qui vont induire l'allergie. Donc c'est le On va mécanisme. expliquer tout ça après. Exactement, et ça c'est le mécanisme de réaction de l'allergie pour une personne. Alors, pour rester dans le prolongement de la question de Thierry, comment a priori détecter qu'on pourrait être allergique à telle ou telle chose? Il y a un facteur aussi héréditaire qui peut intervenir, non? Oui, bien sûr. Et d'autres facteurs, quels Bien sûr. sont-ils? Alors, l'hérédité, d'abord, c'est un élément qui est fondamental parce que si vous avez un parent qui est allergique, vous avez 50% de chances d'être allergique si c'est la mère. Si c'est le père, vous avez 30%. Et quand c'est les deux, ça passe à 80%. C'est pour ça souvent on parle de familles d'allergiques, des familles où on passe le temps, par exemple, à éternuer. Même l'asthme, Oui. c'est une allergie, mais des poumons. Voilà. Et donc, Et qui se transmet personnes, aussi. Oui, c'est des facteurs génétiques. Ce sont des facteurs génétiques qu'on appelle en fait l'atopie. Voilà. Donc, il y a déjà des personnes qui sont prédisposées à cause du patrimoine génétique qui leur est transmis. C'est tout simple. Vous allez voir, par exemple, des personnes qui vont éternuer dès qu'on balaye devant eux, mais des personnes qui ne vont pas du tout éternuer. Voilà. C'est ça, en fait. C'est ce facteur génétique-là qui est un élément très important. Alors, vous avez parlé de l'asthme tout à l'heure, il y a d'autres pathologies encore, et vous allez peut-être nous dire quelles sont les allergies qui sont les plus fréquentes? Alors, les allergies les plus fréquentes, il y a d'abord, il faut parler des différents grands groupes. Hein. Vous avez les allergènes aéroportés, ce sont ceux qu'on attrape par la respiration. Ce sont les plus importants. Si d'abord en premier, c'est tout ce qui est les graminées contenues dans l'air, des fleurs, les pollens. Le pollen, par exemple, il est très, très important dans les pays européens. Oui. Voilà, même si ici ça existe, mais c'est en moindre degré. Et puis, vous avez également des allergènes alimentaires. Ça, on oublie beaucoup. Par exemple, l'arachide, il est au premier plan. Oui. Il y a le premier plan, c'est un peu trop dit, surtout chez l'adulte. Mais chez l'enfant, le lait est au premier plan. Et comment le lait est au premier plan. Lequel des laits? Parce que, bon, on a parlé tantôt du lait maternel, on a le lait aussi maternisé avec le lait de substitution. Il peut être allergique. Non, pas le lait maternel, il n'est pas du tout... c'est pas un allergène, pas du tout. Très bien. Je veux parler du lait, le lait artificiel. C'est du lait qui est produit, c'est du lait des vaches. Et on sait comment aujourd'hui le lait de vache est produit. Ce sont des vaches qui sont, disons, qui produisent le lait par un phénomène d'hormones. Ce n'est pas le bœuf qui vient mettre la vache enceinte. Donc tout ça, il y a des produits chimiques qui passent dans le lait, qui sont aussi même des modificateurs hormonaux et tout ça. Oui, ça, c'est une réalité.
Tout à fait, c'est très intéressant, hein, parce que finalement, on se retrouve à avoir plusieurs stades d'allergie. Oui, bien sûr. Et quels sont ces stades-là et puis leurs manifestations et les incidences? Alors, la première phase, lorsque vous recevez, lorsque un allergène pénètre dans l'organisme, c'est la phase de sensibilisation. Rien ne se produit. C'est-à-dire que l'allergène rentre dans le corps crée ce qu'on appelle les immunoglobulines, les anticorps, et ils attendent. Lors du deuxième contact, qu'est-ce qui va se passer? Cet allergène va aller au contact de l'anticorps et créer ce qu'on appelle un éclatement du globule blanc qui va libérer des substances qui sont les médiateurs de l'allergie. L'histamine est le plus important. C'est pour ça que souvent on parle d'antihistaminique. L'histamine, lui, il va se fixer sur chaque organe. Chaque organe a un récepteur à histamine. Je donne un exemple. Si l'histamine va se fixer au niveau du nez, il peut se fixer sur les nerfs. Sur les nerfs, ça va créer ce qu'on appelle un prurite, un grattage et des éternuements. Si l'histamine se fixe par exemple sur les vaisseaux, au niveau du nez, vous savez que le nez est très vascularisé à cause du fait que le nez réchauffe l'air que nous respirons. Respirez par la bouche, vous allez voir que l'air est tout frais, mais par le nez, vous ne vous posez pas de questions. C'est ce rôle de conditionnement de l'air qui est dû au fait que le nez est très vascularisé. Alors en se posant sur les vaisseaux, ça va créer ce qu'on appelle un engorgement des vaisseaux et entraîner l'obstruction du nez. Le nez va être bouché. Et troisièmement, si l'histamine se fixe sur les substances qui sécrètent le mucus, ça va entraîner ce qu'on appelle une production de mucus. Donc vous allez voir que la personne va éternuer, va se gratter, la personne va avoir le nez qui coule et le nez bouché. Donc vous voyez que les trois sont déjà des premiers symptômes de l'allergie. Je continue. Oui. Si l'histamine se fixe par exemple sur l'œil, on aura un grattage au niveau des yeux. Si l'histamine se fixe par exemple sur les récepteurs de la peau, ça va entraîner ce qu'on appelle l'urticaire. Il va se gratter la peau, ça va devenir tout rouge. Si l'histamine va se fixer par exemple sur les bronches, ça va générer ce qu'on appelle des difficultés respiratoires, ce qui produit un peu l'asthme. L'asthme, c'est l'allergie, mais au niveau des bronches. Docteur, là, on a bien compris qu'il y avait des manifestations internes et des manifestations externes. J'ai envie de peut-être faire une petite parenthèse parce que vous avez parlé beaucoup plus de grattage. La corrélation avec la gale, il faudrait qu'on établisse les bases. Est-ce que la gale est une allergie? Non, non, non. Ah, parce que voilà, les gars, il a le coussa-coussa, il est allergique, il n'est pas allergique. De grattage, on a la gale, c'est un parasite. Bon, la gale, c'est de moins en moins vu parce que c'est plus une pathologie des personnes... un gale du sujet propre aussi. Oui, il y a la gale du sujet propre, mais ça se caractérise par des éruptions. Et je sais que tout médecin peut faire la différence. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Alors, chez vous, à la maison, vous comprenez aisément que nous parlons de l'allergie et de ses symptômes. Vous avez souvent cette habitude d'éternuer lorsqu'il y a de la poussière et tout. Il y a du grattage, comme vous avez dit. On a des boutons qui apparaissent sur tout le corps. Il y a plusieurs manifestations et on essaie encore plus de comprendre cela. Alors, on va peut-être revenir sur certains éléments tout en disant qui est susceptible d'avoir une allergie, pour encore plus de compréhension. Alors, toute personne est susceptible d'avoir une allergie et cette allergie est d'autant plus importante que vous avez déjà des prédispositions génétiques. Au niveau de l'âge, il n'y a pas d'âge précis. Il n'y a pas d'âge précis, mais les sujets qui sont jeunes ont plus de proportions d'être allergiques parce que tout simplement le système immunitaire est en train de se former. Vous avez par exemple nos tout petits enfants. Dès qu'on commence un lait, ils commencent à avoir un peu de diarrhée. Ça, c'est l'organisme en train de s'habituer. Voilà. Parce que dans l'allergie, justement, pour pouvoir permettre aux gens de ne pas être, de mieux supporter l'allergie, il est important également de créer des facteurs d'habituation. Vous savez, je donne un exemple. Très vite aujourd'hui, on a fait une étude et ça a montré que les enfants qui sont hyper médicalisés ont un système immunitaire qui vient moins vite à maturité que ceux qui ne sont pas hyper médicalisés.
Je donne un exemple. Aujourd'hui, dès que nos enfants toussent ou un petit bobo, on va directement à l'hôpital. Oui. Et puis, directement antibiotiques. Donc tout ça, ça retarde un peu le système immunitaire. Voilà. Donc vous préconisez que l'on laisse le métabolisme faire son travail, c'est ça? En fait, je veux dire que il y a certaines pratiques modernes qui aussi favorisent l'allergie. À fragiliser même. Voilà, justement. Comme aussi l'environnement. Vous savez, on est dans un environnement qui est de plus en plus pollué. Ça, c'est dû au développement. Les usines, etc. L'hyper-urbanisation, les voitures dont les pots d'échappement sont mal réglés. Tout ça, ça libère des substances qui vont fragiliser, en fait, qui vont participer à augmenter la pollution. Et puis, il y a aussi les changements climatiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'allergie est la 4e maladie après les cancers, après les maladies cardiovasculaires et le sida. Merci beaucoup à vous. Merci à vous et à bientôt. Ah oui, à bientôt sûrement sur le plateau de Matin Bonheur aussi. Et puis déjà, à demain pour nos téléspectateurs. Merci, portez-vous bien. Et puis, vous allez retrouver le sourire d'Alix, sa coiffure de chinoise. Et puis, moi, je n'aurai pas de cravate rouge demain, ne vous inquiétez pas. Ah oui, demain, c'est décontraction. Ah oui, on va bien manger demain aussi, parce qu'on aura le petit-déj. Allez, portez-vous bien. Au revoir, ma belle. Ciao, au revoir.